Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, très bien. Ben, super. Eh ben, je vais commencer. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des outils, mais je vais peut-être mettre un peu de process avant pour vous expliquer qui on est, d'où je parle en fait. Moi, je suis Stéphane Guillet, donc je suis enseignant en fait de mécanique et de conception mécanique. C'est pour ça que on a mis en place entre autres des outils d'analyse fonctionnelle que je parlerai un petit peu plus tard. Je suis aussi CP. CP, ça veut dire conseiller pédagogique au sein d'une équipe de soutien à la pédagogie qui s'appelle Perform. Et je suis aussi directeur de cette équipe au sein de Grenoble INP. Alors, comme je ne savais pas d'où vous partez par rapport à qu'est-ce que c'est que Grenoble INP, Grenoble INP maintenant, on a un petit peu changé de périmètre. On représente, enfin, en termes d'étudiants, c'est à peu près 9000 étudiants. Il y a une prépa, il y a des écoles d'ingénieurs et une école de management qui nous ont regroupés, puisque maintenant le Polytech Grenoble nous a regroupé, enfin, est revenu, je dirais, au sein de Grenoble INP Institut d'ingénierie, puisqu'en fait, on a créé un établissement euh, d'enseignement supérieur enfin je dirais intégré, expérimental, c'est un EPE. Il y a à peu près 550 enseignants, je ne l'ai pas mis le chiffre ici, et énormément de parcours. Il y a un département des enseignements transverses dans lequel nous sommes, avec d'autres équipes et qui s'occupent des langues, du sport, de tout ce qui est management, etc. L'équipe Perform, en fait, c'est une équipe qui a une dizaine de personnes, mais qui n'est pas à temps plein au soutien à la pédagogie. C'est cette équipe-là qui a effectivement mis en place les ressources que je vais vous montrer un petit peu basées sur l'analyse fonctionnelle et qui est en lien. Alors, comme Grenoble INP, c'est un ensemble de 8 écoles. On se retrouve en fait avec un certain nombre d'enseignants c'est la stratégie en fait de l'établissement de décharger un certain nombre d'enseignants. Donc on en a 5 au sein de Perform qui viennent d'écoles. Ils sont tous dans des écoles différentes. On n'est pas encore représenté par enfin, on représente pas forcément l'ensemble des écoles pour l'instant, mais on a quand même les sensibilités des grosses écoles qui sont représentées, plus des ingénieurs audiovisuels, conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques et aussi informatique. On a une personne qui est à mi-temps qui est à la DSI et à Perform. On aime bien cette situation un peu hybride à chaque fois puisqu'on ça permet de faire du lien et surtout notre objectif c'est de faire une approche globale de l'accompagnement sans faire de rupture entre les aspects pédagogiques, techniques, école, besoins, etc. On a bien sûr d'autres collaborateurs. L'objectif, c'est pas non plus de passer trop de temps là-dessus. On a eu le prix, en fait, le prix PEPS en 2016 de l'accompagnement à l'innovation pédagogique. C'est vrai que pour notre structure qui était un petit peu, je dirais, différente par rapport à d'autres universités ou regroupements d'écoles. Ce qu'on y fait, c'est plein de choses qu'on peut retrouver dans un service d'appui à la pédagogie. Ça va des méthodes pédagogiques en passant par les dispositifs pédagogiques et puis par les espaces d'apprentissage. On a un gros pôle d'accompagnement sur les aspects compétences, puisqu'en fait, comme vous discutiez de compétences et que c'est un peu votre objectif, on accompagne l'établissement depuis à peu près une dizaine d'années autour des démarches compétences des écoles, puisque c'est poussé par la CTI. Et j'ai envie de dire que c'était presque même poussé avant l'arrivée de ces démarches compétences dans le cadre de la CTI. Alors, on va rentrer un petit peu, on focalise. Pourquoi on a été mettre en place des outils d'analyse fonctionnelle? Bien, en fait, dans la période Covid, on s'est retrouvé à faire de l'enseignement à distance généralisé pour l'équivalent de 500 enseignants, donc 550 enseignants, plus les vacataires, etc. Il a fallu les accompagner et surtout leur donner des outils pour qu'ils puissent faire cette bascule. Donc, on les a aidés sur le terrain, on les a formés avec des ateliers, des tutoriels, de l'accompagnement spécifique.
On a effectivement aussi analysé les impacts de tout ce qu'on pouvait faire au travers d'enquêtes, de retours d'expérience dans les écoles. La notion école est toujours omniprésente au sein de Grenoble INP. Et puis aussi, on a eu tout un pôle d'action qui était de conseiller les écoles et les enseignants sur justement faire la bascule, euh, basculer d'un état à un autre, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule manière de basculer. Dans le cas par exemple de l'évaluation ou des outils, ce qu'on va les regarder en détail, l'objectif était bien de proposer différents scénarios aux enseignants qui puissent s'en emparer et justement, je dirais, euh, prendre le scénario qui leur convient le mieux ou éventuellement composer un nouveau scénario à partir de ces scénarios basiques. Voilà. Et naturellement, on a géré on va dire en back-office tout un ensemble d'outils qui ont dû être spécifiés. Le pod chez nous, c'est un serveur de vidéo en ligne euh, et d'autres choses. Ça va, vous n'avez pas de questions pour l'instant? C'est clair? Ok. Alors maintenant, on va rentrer dans les outils. Donc, vous devez avoir ces deux grilles. Je vais commencer à vous parler de la grille qui s'appelle analyse fonctionnelle, évaluation à distance. C'est la première grille qu'on a faite en courant avril 2020, c'est-à-dire un mois après le début du confinement, où l'objectif était, c'était une demande des enseignants de, donc je vais zoomer un peu. Alors si, normalement, voilà, vous devez voir l'aspect zoomé pour vous aussi. Oui. Donc on se retrouve, en fait, on a travaillé au sein de l'équipe Perform pour imaginer euh, un outil d'aide à la décision pour les enseignants autour de l'évaluation, puisque il avait été dit globalement que l'évaluation se ferait à distance. Donc il y a eu une grosse panique au sein de l'établissement pour se dire mais comment doit-on basculer, quel type de modalité et comment on peut choisir une modalité par rapport à une autre en termes de problématiques d'apprentissage, mais de temps et d'autres choses. Donc on a imaginé des critères, ce que vous avez dans la bande un peu saumon, euh, donc qui est le temps que va demander la solution au moment de la conception, au moment de l'examen, au moment de la correction aussi. La simplicité de mise en place de cette solution côté enseignant et côté étudiant également. Le degré de modification des modalités prévues, ça veut dire qu'est-ce que ça va faire un grand écart entre ce que l'enseignant a l'habitude de faire et ce qu'il doit faire. Sa robustesse par rapport au risque de plagiat, d'usurpation d'identité ou d'autres problématiques liées, et des conseils pour la mise en place de cette solution. Et on a identifié, on va dire, un ensemble de solutions génériques. Globalement, il ne va pas me rezoomer plus, non, je crois que je suis au maximum. Typiquement, une des solutions basiques, mais qui paraît pas si basique que ça, c'est ajouter une demande d'attestation sur l'honneur à mon examen individuel en temps limité. Donc là, on a élaboré une attestation naturellement sur l'honneur type qui a été je dirais, évaluée avec les directeurs des études des écoles et mis en place pour que les enseignants puissent disposer de cette attestation et pouvoir l'utiliser dans le cas de juste je ne change rien et je vais vers quelque chose d'autre. Toutes ces solutions sont on va dire, du plus, peut-être pas du plus simple, mais du quelque chose qui peut être très léger à quelque chose qui peut être plus lourd quand on a par exemple remplacé l'examen écrit individuel par un travail collectif à réaliser sur plusieurs semaines nécessitant une maîtrise de différentes notions étudiées et à déposer sur une plateforme à une heure définie. Donc ça peut être des choses très typées en termes de solutions mais qui ont été étudiées pour se dire ça c'est une modalité possible euh, qu'on pourrait proposer aux enseignants. Pour chaque fois, on a essayé d'évaluer sous forme de critères, la facilité, d'une manière très, on va dire, je dirais subjective, hein, donc avec des critères, ce qu'on a dit, par exemple, ajouter une demande d'attestation, le temps demandé lors de l'examen, mais il est
ça peut être nul si les étudiants ont anticipé la rédaction de l'attestation sur l'honneur. Ça veut dire qu'on conseille à l'enseignant, naturellement, de pousser les étudiants à créer rédiger leur attestation avant l'examen. Comme ça, au moment de l'examen, ils ont attesté sur l'honneur euh, qu'ils n'allaient pas tricher euh, au moment de l'examen. Et donc cet engagement-là peut être déposé la veille, par exemple, de l'examen. Donc à chaque fois, on a essayé d'évaluer est-ce que c'est d'un niveau faible, moyen, important. Et quand c'est aléatoire, on mettait un intervalle et on laissait justement l'enseignant se positionner là-dedans. Ça va? Vous avez des questions? Non. Non? Donc ce premier outil, en fait, on l'a envoyé à l'ensemble des enseignants qui s'en sont, et des écoles, bien sûr, puisque quand on parle aux enseignants, il y a aussi les directeurs d'école, les directeurs des études, les responsables de filière. Je dirais l'ensemble du corps professoral a pu s'en emparer et adapter. Il y a eu des stratégies d'école qui ont été de dire ben, on va mettre une attestation sur l'honneur générique. D'autres ont laissé la liberté à leurs enseignants de choisir les modalités, de mettre en place les modalités qu'ils choisissaient en équipe pédagogique beaucoup plus restreinte. Mais globalement, les enseignants ont été quand même plutôt sur des solutions de facilité. On a étudié aussi toutes les solutions, y compris des solutions qu'on trouvait délicates à appliquer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de censure sur les exemples. Il y avait un objectif vraiment d'être le plus objectif possible sur les possibilités et de pouvoir, je dirais, au travers, là je crois qu'on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 8 propositions. On a laissé des cases blanches pour bien signifier que ce n'est pas une liste finie. On a 8 solutions potentielles qui sont naturellement modifiables et on peut les utiliser comme des briques élémentaires et en composer plusieurs choses. Mais les enseignants sont plutôt concentrés sur 3 types, pas forcément celles qu'on aurait souhaité sur lesquelles ils se concentrent. Typiquement, les QCM en ligne ont été quelque chose où certains enseignants sont engagés malgré les critères de difficulté, notamment pour ce temps demandé à la conception qui était relativement important, de faire un QCM par exemple en ligne pour évaluer les notions. Ça s'est avéré relativement fiable dans l'interprétation puisque les retours d'expérience ont parlé justement des problématiques de plagiat sur les QCM en ligne. On a eu des retours d'expérience effectivement où il y avait, je dirais, une certaine cohérence entre les résultats qu'on a eu sur le terrain et les prédictions qu'on avait dans notre grille. Oui. Annick, tu peux prendre le micro, s'il te plaît? J'entends pas bien la question, par contre. Excuse-moi, je n'avais pas mis. Il faudrait qu'elle se mette à côté de ton ordinateur. Oui, là, ça va mieux. Non, Stéphane? Oui, oui, j'entends là. Oui. Pardon. Donc, Annick Bassiel, ISTP Saint-Étienne. Je rebondis sur cet exemple que tu donnes en disant ben, les intervenants, les professeurs ont choisi les QCM Ouais. qui demandent effectivement un temps très long de conception. Ouais. Mais qui, si on mixe cette création de QCM avec un outil d'évaluation à distance, permet ensuite de gagner énormément de temps en correction. Donc, c'est peut-être ceci qui explique cela. Oui, oui, tout à fait. C'est par exemple ici, ce qu'on avait mis dans les QCM, c'était un temps de conception important, donc on les a alertés. Naturellement, le temps demandé lors de l'examen, ben, c'est lancer le QCM et vérifier que tous y ont accès. Ça, c'est relativement faible en termes de temps. Donc on voit bien que le temps à la correction aussi est faible. Si on compare à d'autres types de modalités, on va se retrouver sur du moyen ou du important. D'accord? Mais naturellement, les enseignants ont quand même été là dans cette notion de QCM, peut-être on va dire, et c'est toujours un effet
du réel en se disant oui, mais moi, je vais arriver à endiguer le problème par exemple, de plagiat. Donc, c'était pas là-dessus, sur les critères, on va dire quantitatifs de temps, ça a été correct, les enseignants étaient d'accord et en fait, ils ont construit des QCM dans des cas de grosses promos. Ils avaient 300 étudiants, ça vaut le coup d'investir pour 300 étudiants un QCM. Bien fait, prendre le temps de faire les questions. Par contre, je pense que certains ont été déçus. Par exemple, quand la QCM ici, hein, c'est la 3e ligne, je vais vous montrer ce qu'on avait dit, par exemple, pour la robustesse. On leur avait dit risque de triche et d'usurpation d'identité. Attention à la triche, surtout si les questions sont trop simples, de type contrôle de connaissances. Et l'usurpation d'identité va être difficile à contrôler. C'est-à-dire qu'un étudiant peut se connecter avec un login d'un autre pour aller remplir le QCM de l'autre étudiant. Donc, on a donné des consignes. On s'est aperçu que certains enseignants ont dit effectivement, on contraint le temps. Ils ont contraint pour essayer de limiter l'usurpation, mais il y a quand même des fortes présomptions d'usurpation ou de triche qui ont été je dirais, observé par les enseignants. C'était pour vous donner plutôt un retour sur cette grille en termes de fiabilité. C'est toujours important quand on fait des outils d'aide à la décision, il faut toujours évaluer la fiabilité de cette information au regard du terrain. Il peut y avoir un décalage plus ou moins important. Voilà. On aurait pensé par exemple que moins d'enseignants allaient se rentrer dans cette modalité 3 là, et ça a été plutôt, il y a eu un engouement un peu important, peut-être par impression que faire un QCM en ligne, c'est résoudre le problème et limiter les risques, alors que en réalité, c'est pas limiter les risques plus qu'un autre type d'examen. Quand on a fait aussi l'enquête auprès des étudiants, puisqu'on a, dans ce que je vous montrais dans le pavé où il y avait les 4 zones, on a pu enquêter auprès des étudiants, on leur a posé des questions sur leur intégrité au moment des évaluations. Et les meilleurs, enfin, c'est du déclaratif du point de vue des étudiants, hein, mais ils ont été clairement à dire que tout ce qui était examen oraux, enfin, les examens collectifs avec du temps, c'était le moment où ils avaient presque l'impression que c'était le plus honnête vis-à-vis des QCM qui n'ont pas eu des scores très mirobolants, par exemple, du point de vue des étudiants, où ils avaient le sentiment que l'ensemble de leurs collègues avaient plutôt triché. Voilà. Ils devaient juger leur posture et en même temps leur impression de posture de leurs collègues, de manière anonyme, hein, bien sûr. Alors, il y avait Damien Richard qui a un commentaire sur l'usage des QCM par rapport aux accréditations. Je sais pas, donc c'est par rapport aux écoles de management ou Tu peux peut-être prendre la parole, Damien. C'est l'idéal. Damien? il y a son micro coupé. Là. Ouais, Oui, bah, oui, oui. Non, c'est simplement notre doyen nous a demandé de ne plus utiliser à partir du M1 des QCM parce Ouais. que d'autres écoles sont fait retoquer par les auditeurs ACSB en disant que c'est le degré zéro de l'évaluation CQCM. Ah. Et voilà qu'il fallait qu'on soit un peu plus créatif et surtout Oui. centré sur les compétences. Ouais. Mais j'avoue que quand on a créé par exemple cet outil d'analyse fonctionnelle, on s'est posé la question si on devait ou pas mettre cette ligne. Parce que sur le fond, on n'était pas en accord de mettre cette ligne. On se disait que ce n'était pas la bonne solution. Mais on a préféré mettre quand même d'être, on va dire, le plus exhaustif dans les solutions, y compris dans les solutions qui nous semblaient pas les meilleures. Pour éviter le parti pris de l'évaluation, d'une grille d'analyse non, je dirais, comment dire,
la plus objective possible. Voilà. Oui, c'est ça, objectif. Ouais, ouais. Orientée, voilà. Mm. C'est, Orienté. Non, mais c'est vrai que c'est on orienté. nous Il y a on une- nous aurait dit, vous orientez les débats, vous n'avez pas mis telle et telle solution, pourtant ce sont des solutions. Donc on l'a mis, on a alerté, on a dit qu'effectivement, en termes d'intérêt, je pense que peut-être qu'on n'a pas été aussi fort dans celui-là que dans les autres. On a appris aussi au fur et à mesure. Sur l'intérêt pédagogique, je pense qu'à l'époque, on n'était pas, on n'a pas insisté. Vous verrez sur la deuxième, c'est intéressant de voir que on a pu se permettre d'aller un peu plus loin sur les aspects intérêt pédagogique. Sur la deuxième. Peut-être que je peux aller voir sur la deuxième si vous. Oui, tout à fait. Alors la deuxième grille d'analyse, on a repris en fait cette idée de grille d'analyse, puisqu'en fait elle a plutôt été bien accueillie par les collègues. Alors ça se comprend bien parce qu'en fait, on offre un outil d'aide à la décision, mais on laisse la liberté de décision et donc de choix de l'équipe enseignante en fonction de ses contraintes pédagogiques. Donc on a, je dirais, un peu confirmé les choses au moment du passage en se disant on vient de passer un certain nombre de mois de confinement. En septembre, on risque d'être dans la même situation. On a un peu de temps devant nous pour prévoir les choses. Donc c'était au mois de juin. Qu'est-ce qu'il vaut mieux prévoir désormais puisque on peut anticiper. On a donc fait ici, vous allez voir d'un point de vue pédagogique, on a analysé, toujours pareil, trois types de modalités pédagogiques hors évaluation, puisqu'on avait déjà notre grille sur l'évaluation. On a mis en, je dirais, par défaut le présentiel, en considérant que le présentiel, c'était compte tenu des compétences de l'enseignant, même si d'une modalité à une autre, c'est pas forcément le même degré de difficulté, mais c'était l'étalon. C'est ce qu'on a considéré facile du point de vue de l'enseignant, au regard, c'est ce qu'on a mis ici, sont estimés au regard des habitudes de l'enseignant. Ça veut dire que le facile de la première ligne n'est pas peut-être au même niveau que le facile de la sixième ligne. D'accord? Puisque le facile de la première ligne, c'est un cours en amphi avec peu d'interactions utilisant un PowerPoint ou un tableau. On considère que l'enseignant qui sait faire ça, on considérera que ça sera facile pour lui. Et on a évalué deux cas. Cette modalité en présence, je la passe complètement à distance. C'est ce qu'on venait de vivre. Et donc, on a évalué la complexité de ce passage au travers, entre autres, des retours d'expérience. Et puis, on a évalué, c'était une demande un peu de l'établissement et des écoles, qui était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas mettre la moitié des étudiants avec l'enseignant et l'autre moitié à distance en contact avec le PC de l'enseignant. Donc ce qu'on appelait une modalité mixte, qui n'est pas une modalité hybride. Hein. Mixte voulait dire qu'il y a présence et distance en simultané des apprenants. On n'a pas évalué parce que ce n'était pas non plus l'objectif d'évaluer une situation hybride, ce qui voulait dire une réingénierie pédagogique. Parce que ça nécessite un effort, c'est sûr, mais c'est un cas différent. Encore. On n'a pas souhaité le mettre dedans. Et donc sur ces trois colonnes, on a comparé la modalité en présence avec distance et mixte. Toujours pareil, en essayant de mettre un niveau de critères qui est facile, assez facile, jusqu'à impossible. On a conservé ici le moyen. On peut toujours se poser la question si on doit avoir un point milieu ou pas. Il s'est avéré que dans nos discussions, si vous regardez bien, le moyen n'est pas au milieu. Il y a facile, assez facile, moyen. Il y en a que 6. Hein. Compliqué, très compliqué, impossible. Le impossible était nécessaire à mettre parce qu'il y a des situations où il n'y a pas de possibilité à le faire. Je ne sais pas si on l'a mis dans celle-ci de grille ou peut-être dans la suivante. Si, voilà. C'est un TP sur banc d'essai ou banc d'études. C'est-à-dire qu'on a une machine. Le faire à distance, ça peut être très compliqué ou compliqué.
mais ça peut être aussi impossible complètement à faire parce qu'il faut quelqu'un devant la machine, elle ne va pas fonctionner sinon. Voire il faut regarder au travers d'un microscope, enfin, voilà. Donc il y a une impossibilité d'observer le phénomène voulu. Avec des consignes et précautions, surtout vis-à-vis des premières années qui ne se connaissaient pas, où il pouvait y avoir un risque qu'ils ils n'adhèrent pas à la proposition. Donc on retrouve ici, de manière assez exhaustive, l'ensemble des modalités pédagogiques qu'on peut retrouver dans une école ou dans une université, qui ont été donc voilà, évaluées. Et la deuxième grille qui va avec, ce sont ici avec quoi, c'est-à-dire qu'effectivement passer à distance ou faire du hybride, comment je dois équiper les enseignants. Donc là, j'ai 3 modes d'équipement. J'ai un pavé équipement enseignant, donc avec des casques, des éléments plus, je dirais, petits. S'occuper aussi des problématiques de connexion des étudiants, donc en PC portable, en les faire venir dans l'école, etc. Leur donner accès à des outils de virtualisation des logiciels. Et après, on passe dans des équipements de salles, qui peuvent être des salles d'ETP, etc., pour que les écoles puissent, en fonction de leur choix pédagogique de transfert, savoir sur quelles difficultés ils vont rencontrer d'un point de vue de l'intérêt pédagogique de la solution, de la simplicité de mise en place, de la simplicité de mise en place côté étudiant, etc. Du temps nécessaire aussi pour la mise en place, ce que ça va leur demander, le temps de support technique à prévoir pour l'école et l'investissement financier qui va être à prévoir aussi. Toujours pareil avec une colonne conseils et précautions pour l'usage de cette modalité, enfin de cet outil. Retour d'expérience un peu sur cette grille. J'ai envie de dire, on a beaucoup alerté sur le fait que vous pouvez remarquer que ici, la colonne mixte est souvent plus défavorable que la colonne distance. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un cours en amphi avec peu d'interactions utilisant un PowerPoint, si on le sait le faire en présence, ça reste relativement facile de le faire à distance. Si on a l'utilisation d'une tablette, on peut faire un tableau blanc, on peut aller très loin à distance, on peut faire du partage de documents. Donc on est quasiment dans le même niveau de difficulté. On a des ateliers aussi pour aider les enseignants à faire cette notion à distance. Par contre, le mettre en présence, on a alerté pourquoi c'était, je dirais, moyen, c'est-à-dire que quand même, on n'était pas dans le facile, assez facile, on l'a estimé à moyen, parce qu'il y a le problème de concentration sur 2 populations, une population à distance, une population en présence. Donc il doit utiliser un micro, encore je dirais, un outil pédagogique supplémentaire, une webcam, il doit diffuser sa présentation et son tableau s'il écrit au tableau. Donc on augmente clairement la difficulté côté enseignant. Voilà. Après, on peut dire qu'est-ce qu'on peut prévoir. On peut éventuellement utiliser les étudiants pour nous aider, nous assister là-dedans. Retour d'expérience, beaucoup d'enseignements se sont faits quand même en mode mixte. Voilà. Et en ce moment, on est plutôt dans des retours d'expérience où les enseignants nous disent oh là là, c'est compliqué le mixte. Donc c'est une petite déception quand même d'un côté, c'est-à-dire on a outillé les enseignants de manière le plus objective possible et ils n'ont pas forcément choisi tous les solutions peut-être les plus adaptées à leurs problématiques pour des raisons que j'ignore. Et aujourd'hui, ils commencent à comprendre que ces boîtes qui étaient ici étaient peut-être pas étaient peut-être suffisamment objectives pour peut-être ils auraient peut-être dû y passer plus, enfin, y mettre plus de crédit, j'ai envie de dire, comme ça. Voilà. S'il vous plaît, Stéphane, Oui, je me fais le gardien du temps. bien sûr, bien sûr. Et merci pour cette intervention très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions
la salle réelle ou virtuelle. Nous aussi, on est en format mixte aujourd'hui. Voilà. Alors, juste des choses, Car je vais me présenter la dernière fois. Mm. C'est concernant vos regards sur les QCM, en fait. Ils sont très utilisés, notamment pour des groupes assez importants. Mais la question que je me pose, c'est le fait que comment aller au-delà de la vérification de connaissances via les QCM. Alors, Parce que là, on a un peu les là, vous êtes. enseignements ont évolué sur Ouais, la question de savoir ou savoir-faire, étant donné que la c'est connaissance, ça. on l'a au creux des mains avec nos smartphones. Alors, j'aurais pu vous parler d'autres choses, d'autres démarches, mais c'est vrai que c'était pas la demande de Pascal. Donc, du coup, je vous ai parlé de ça. Je vous ai pas parlé des aspects compétences. Je vous ai dit qu'on avait fait des outils d'aide à la décision qui se voulaient objectifs pour ne pas non plus faire euh, l'apologie de l'apprentissage actif ou du développement de compétences. On est naturellement très porté développement de compétences. C'est pour ça que la question des QCM a été une vraie question, de savoir si on devait mettre la ligne ou pas. On a tranché en disant on met la ligne, on reste objectif quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je disais une petite déception que beaucoup d'enseignants aient choisi cette simplicité au regard je dirais, les QCM ne permettent que d'évaluer globalement des connaissances. Avant d'arriver à évaluer des compétences au travers de QCM, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut mettre en place ce qu'on appelle des degrés de certitude. Il va falloir mettre en place des outils beaucoup plus complexes que les enseignants ne sont pas encore formés pour pouvoir faire ça, quoi. Donc, voilà, j'ai envie de dire, on a plutôt déconseillé de mettre des QCM, mais on a eu quand même pas mal de QCM qui se sont mis. Voilà, c'est plutôt un peu le retour d'expérience que je vous donne. Très bien, merci. Je vais vraiment Christine Rosati, déjà. Je pense une question par rapport au QCM. Vu l'expérience, le retour d'expérience des étudiants et des enseignants au niveau de la pertinence, on va dire, de la notation, de la triche, est-ce que maintenant, on est dans une situation de nouveau mixte au niveau des écoles, avec des distances et du présentiel? Est-ce qu'il y a des préconisations que votre groupe a fait pour dire les QCM, quand on n'est pas en présentiel, terminé, par exemple? Alors, effectivement, alors les préconisations, elles sont assez compliquées, il faut les appuyer. C'est pour ça qu'on a fait des enquêtes et je vous donnais quelques résultats quand on a fait l'enquête au sein de Grenoble INP sur les étudiants. Elle est en cours de dépouillement puisqu'elle a tourné cet été. C'était pour évaluer la période de confinement et la période d'évaluation de juin-juillet des étudiants. Donc, on a recueilli un certain nombre de, de résultats. Je vous parlais, elle n'est pas encore publiée au sein de l'établissement, donc je vous donnais par exemple des résultats qui étaient sur le fait que les étudiants ont évalué les QCM comme une zone de fraude importante, voilà, de leur point de vue d'étudiants, tout en disant que eux ils fraudaient pas beaucoup, hein, on s'en attendait un petit peu. Il y a un petit décalage entre la perception personnelle et la perception des autres, mais je pense que ce type de données, c'est pour ça qu'on a fait des enquêtes, vont permettre aux enseignants peut-être de mieux prendre conscience que l'outil peut être vu d'une manière positive du point de vue de l'enseignant, mais est plutôt détourné du point de vue de l'étudiant, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes du point de vue de l'étudiant et du point de vue de l'enseignant. Donc, l'enseignant trouve que c'est pas normal que les étudiants fraudent, mais pour l'étudiant, lui, l'enjeu c'est d'obtenir l'UE et il va se retrouver en stress pendant 45 minutes sur un QCM où s'il coche mal les choses, il risque peut-être de louper son UE. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux d'enjeu et les enseignants sont pas toujours capables, sont pas au courant de ce que l'enjeu peut générer en termes de fraude. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, on verra dans les prochains mois.
Voilà. Mais nous, on va en fait effectivement utiliser l'enquête qu'on a fait auprès des étudiants pour essayer de sensibiliser les enseignants là-dessus.